Buenas tardes a todos, yo me llamo Dani Santamarina, soy fisioterapeuta y os vengo a presentar un poquito lo que hacemos ya desde hace unos años en nuestro hospital, Hospital Vall d'Hebron. La intención de hoy es hablar sobre varios temas. Intentaré hacerlo lo más ameno posible y aburriros lo menos posible, ya que venís de barriga llena y quiero hacerlo lo más dinámico posible. Antes de nada, antes de empezar, sobre todo agradecer a la organización por haberme invitado. Estoy muy agradecido y muy contento que hayan querido contar conmigo y quería también felicitarles por el gran trabajo que hacen. Yo, la verdad que estoy muy sorprendido y siempre lo digo que una asociación compuesta por familiares y pacientes sean capaces de hacer lo que han hecho y que hayan reunido esta gran cantidad de profesionales. Y para mí es un orgullo participar junto con los profesionales que han estado este fin de semana aquí. También agradecer a los pacientes, porque gracias a ellos yo aprendo cada día y al final yo acabo estando aquí delante de vosotros porque ellos me han enseñado más de lo que yo les he enseñado a ellos. Y también nombrar a mi compañera, la doctora Sánchez Raya, que es la doctora de rehabilitación con la que yo trabajo y que los dos hacemos el equipo que hacemos y gracias a ella pues yo también hoy estoy aquí presentando lo que os voy a presentar. Hablaré sobre el papel de la fisioterapia dentro del mundo de Rendangos. También hablaré de qué hacemos en nuestro hospital y para acabar o para continuar hablaremos del papel, brevemente del papel de la evidencia, que hay poca, pero hay evidencia de la fisioterapia, de la rehabilitación dentro del Rendangos. Hablaremos un poquito de pediatría, que me han pedido que nombre alguna cosa, que os explique lo que hay, y para acabar hablaremos también del dolor crónico, que es un tema bastante complicado, pero creo que es muy interesante para nosotros. Pues nada, nosotros los fisioterapeutas, en el mundo de Rendangos se sabe muy poco sobre esto, pero hemos dejado de ser lo que veis en imagen, hemos dejado de machacar los cuerpos y tampoco hacemos actualmente esto, tampoco somos magos ni intentamos hacer malabarismos con los pacientes, sino que lo que hacemos es buscar un acuerdo, buscamos de ir con el mismo ritmo que el paciente, buscamos objetivos comunes e intentamos ir por el mismo camino y crear esos objetivos para tener la misma intención, ¿no? Lo que se ha demostrado y lo que más se ve actualmente, que la fisioterapia ha dejado de ser una intervención puntual del terapeuta, interviene, hace esa técnica y el paciente se va a su casa, sino lo que ha pasado a ser es que el terapeuta propone, busca soluciones y pregunta al paciente, hace la técnica que tiene que hacer, hace el trabajo que tiene que hacer, pero luego el paciente tiene que continuar en su casa llevando a cabo el trabajo. No es un trabajo únicamente, exclusivamente del terapeuta, sino que trabajamos en equipo. Entonces también hemos dejado de ver solo músculos y ver solo huesos y tampoco hacemos como este cuadro de Rembrandt, un compatriota que en esta clase de anatomía enseña puntualmente lo que le duele al paciente o lo que está mal en este paciente, sino lo que hemos pasado a hacer es contemplar el cuerpo como un conjunto, contemplar el cuerpo como un engranaje muy complejo, intentar entender qué pasa en este paciente no solo desde el punto de vista del dolor puntual, sino desde muchos otros puntos de vista. Y entre ellos, por eso están aquí también personas que se dedican a lo que tenemos aquí arriba, los psicólogos y los psiquiatras, porque muchas veces están afectados muchos otros complejos que no solo la parte musculoesquelética. Entonces, desde la fisioterapia intentamos engranar todo este complejo, intentar buscar soluciones no solo desde el punto de vista musculoesquelético, sino intentando entender todo el complejo. Y esto que también está tanto de moda hoy en día, nosotros hacemos un tratamiento en el hospital y sobre todo desde el punto de vista de la fisioterapia biopsicosocial. Y mucha gente se llena la boca de decir las palabras biopsicosocial, pero pocos de ellos hacen un abordaje teniendo en cuenta la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Entonces nosotros hacemos un trabajo muy biológico y estamos intentando, y uno de los objetivos es que cada vez sea más psicosocial. Tenemos pacientes típicos como los que veis en imagen. Esto no es nada nuevo para vosotros, pero lo que me importa realmente es deciros un poquito qué hace el Vall d'Hebron, ¿no? Nos vemos a vender mi libro, simplemente os explico qué hacemos como equipo en el hospital, que creo que es muy interesante. Desde el 2014 se nos propuso desde el Servicio de Unidades de Enfermedades Raras intentar recibir estos pacientes porque cada vez empezaban a haber más y cada vez había más
más solicitud de crear algún programa para estos pacientes que tenían eRendanos. Yo os voy a reconocer que en ese momento a mí me parecía algo nuevo totalmente. El eRendanos, tenéis un símbolo, un animal muy bonito, pero el nombre no es de lo más bonito, si somos sinceros. Pero para mí era algo nuevo, entonces junto con la doctora Sánchez Raya y el doctor Pérez empezamos a crear esto y creamos un programa de rehabilitación basado en la rehabilitación especializada en SET, y nuestro objetivo era intentar acoger a estos pacientes y darles soluciones a su calidad de vida. Entonces, actualmente ya llevamos más de 80, 90 pacientes tratados desde el hospital, y en estos 4 años hemos hecho grandes cambios y ya os los explicaremos. ¿En qué consiste estos cambios? ¿Tipo de paciente que abordamos nosotros? Abordamos pacientes de tipo hipermóvil y tipo clásico, y lo hacemos de una forma grupal. La forma grupal, la razón de hacerlo grupal, básicamente, por un lado, es porque Sanidad Pública no tiene los medios para llevar a cabo un abordaje individual, entonces lo tenemos que hacer de forma grupal, pero realmente hay un interés también por nuestra parte. Hacerlo de forma grupal es una manera de reencontrarse pacientes que han estado toda su vida dando vueltas por diferentes profesionales, y para nosotros es muy interesante el hecho de que compartan experiencias y que compartan vivencias y que lo hagan cada uno con su lesión, cada uno con su vida, pero que sí que intentamos abordarlos de forma interindividual, porque entre ellos hay mucha variedad. Si no, si os fijáis entre vosotros, cada uno tendrá su historia, cada uno tendrá su lesión, por lo tanto, hacemos un abordaje adaptándonos a cada situación y a cada paciente. En todos está alterada la calidad de vida, en el 90 y largos % de los pacientes que tenemos que recibimos nosotros, la calidad de vida siempre suele estar alterada. Y, como hemos dicho, hacemos un programa que tiene un interés biopsicosocial. Siempre me gusta poner esta foto porque es el primer grupo que hicimos, y es el primer grupo en que tuvimos 4 hombres y 4 mujeres, que fue muy raro. A partir de ese grupo, el resto de grupos han sido mayoría mujeres, pero este grupo inicial fueron 4 hombres y 4 mujeres, y fue el grupo que a mí me hace mucha ilusión siempre enseñarlo, con el que yo aprendí más, con el que yo empecé a descubrir qué era esto del eRendanos. Como podéis ver, han pasado unos cuantos años ya. ¿Y qué objetivos tenemos nosotros? Pues nuestros objetivos son básicamente la palabra prevención. Y hay gente que igual esto puede no entenderlo, pero es que la prevención es lo más potente en sanidad pública, privada y todas las sanidades. La prevención es la base de muchas patologías. Sin el eRendanos es muy interesante hacer un abordaje preventivo, ya que es el más eficiente, sobre todo a largo plazo. Entonces, hacemos un abordaje preventivo de estas lesiones osteoarticulares y musculoesqueléticas. Intentamos tener como objetivo también reducir el dolor, sobre todo el dolor de tipo crónico, mejorar los factores psicológicos y psicosociales del paciente de una forma indirecta, es decir, ya el hecho de ir al grupo, ya para ellos eso es un beneficio desde este punto de vista. No vamos a hacer nosotros de psicólogos, ni mucho menos. Y intentamos tener como objetivo también hacer un aprendizaje de las estrategias funcionales, con el objetivo de que estos pacientes diariamente mejoren. ¿Qué beneficios tenemos o intentamos tener con el programa? Mejorar el dolor, aumentar la fuerza muscular, un mayor control motor y proprioceptivo, mayor conocimiento del síndrome y de las características. Esto lo voy a decir después, pero ya lo digo desde un inicio. Intentamos hacer nuestros pacientes inteligentes, pacientes que sepan qué les pasa, que sepan por qué les pasa. Entonces, nuestro objetivo de forma muy clara es hacer estos pacientes conocedores de sus limitaciones y de sus posibilidades. Y como beneficio también intentamos que tengan una mejora de la calidad de vida. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿en qué consiste? Hacemos 15 sesiones grupales en las que el primer día hacemos una anamnesis, escuchamos la historia de estos pacientes y les pasamos estas escalas de valoración, que son escalas que hablan sobre calidad de vida, sobre funcionalidad, sobre la discapacidad y dolor a nivel más de raquis, y luego les pasamos también 3 escalas relacionadas con el dolor. Les pasamos la escala de dolor multidimensional, la de catastrofismo y también la de kinesiofobia. Después, esto es el primer día, les hacemos un pequeño examen, que se sienten examinados. La verdad que el primer día es bastante gracioso porque no entienden absolutamente nada. De golpe llegan y un chico joven les empieza a hablar de qué es esto del eRendanos, y le pasa estas escalas que están un ratito haciéndolo, y
todavía están como un poquito asustados porque les empezábamos a hablar un poquito de lo que hacemos y no entienden nada. Pero el segundo día para mí es el más interesante y me vais a dejar que al final de la ponencia os ponga un vídeo que hemos hecho y luego os explicaré el porqué de este vídeo, pero hemos hecho un vídeo intentando explicar este segundo día, que para mí es el más interesante porque de golpe se encuentran estas personas y empiezan a darse cuenta que no están solos, que no son los únicos que tienen una sintomatología como las que presentáis vosotros que estáis aquí, y les hago 4 o 5 preguntas y de ahí sale una sesión de 1 hora y media, 2 horas, en el que podríamos estar 4 o 5 horas hablando y luego veréis un ejemplo, pero lo pongo al final para no romper la ponencia, ¿vale? ¿Qué hacemos de tratamiento? Que esto es muchas veces lo que nos interesa, ¿no? Pues hacemos un tratamiento de ejercicios adaptados y modificados, hemos ido cambiándolos con los años y perfeccionando cada vez más estos ejercicios, con el objetivo de mejorar la funcionalidad diaria, que tenemos que dar continuidad una vez finalizado este programa y que consiste en 4 días de trabajo sobre extremidad inferior, 4 días de trabajo de extremidad superior y 4 días de raquis y un último día de repaso y dudas. Entonces hay 3 bloques muy definidos que os contaré a continuación. De forma global y de forma común en estos bloques hacemos ejercicios que son seguros para pacientes como Lerner Danlos, que no podemos llevar a cabo cualquier ejercicio ya que tiene mucha probabilidad de lesionarse. Son ejercicios adaptados al paciente, la articulación. Cada paciente haremos un ejercicio determinado, es decir, propondremos unos ejercicios y si ese paciente no puede llevar a cabo ese ejercicio porque le duele o porque hay riesgo a lesionarse, lo que vamos a hacer es adaptarlo. Hacemos un trabajo de conciencia corporal, ya que es básico, ya que muchas veces hacen compensaciones y trabajan musculatura que no nos interesa y luego acaban más lesionados de lo que vienen. Entonces, somos muy pesados en que trabajen analíticamente lo que nosotros queremos que trabajen. Son progresivos en cuanto a carga y en cuanto a intensidad, y intentamos que no requiera un coste económico, por eso intentamos que el propio cuerpo sea el medio de trabajo. Y para acabar lo haremos según tolerancia, no es una exigencia, no es un entrenamiento militar, sino que el paciente va a hacer dignamente lo que pueda. ¿Qué hacemos en la extremidad inferior? Pues la extremidad inferior lo que hacemos es iniciar en este bloque, ya que es el más sencillo y es el que menos repercute a nivel funcional. Ahora me podéis decir, mira, yo pues tengo el pie mal y eso me repercute mucho a nivel funcional, pero en comparación a raquis y a extremidad superior es lo que menos se ve afectado, por lo tanto empezamos con la parte más fácil, aunque también tiene su complejidad. Trabajamos la prevención y la educación sanitaria, es decir, enseñamos qué pueden hacer y qué no pueden hacer, qué pueden hacer para mejorar y qué deben de evitar. Les explicamos qué es eso de la rodilla, qué es un tobillo, qué es una cadera, y a partir de aquí creemos que es interesante porque si ellos entienden cómo funcionan sus articulaciones, qué lesiones pueden tener, pueden intentar prevenir estas lesiones. Les enseñamos también vendajes sencillos que se pueden hacer ellos mismos sobre rótula y tobillo, sobre todo. Hacemos ejercicios de fuerza muscular con el objetivo de que estas piernas estén más fuertes. No solo trabajamos la propiocepción, que es lo que veis aquí, que ayer el doctor Graham habló del concepto de propiocepción. Nosotros siempre trabajamos con la propiocepción porque es básica para que estas piernas, estos brazos y este raquis sean ágiles, sean inteligentes. Y si es necesario, en algunos casos trabajamos los estiramientos. Y aquí veis un ejemplo de lo que es un vendaje de rótula que en alguno de ellos les funciona. Es decir, lo que no vamos a hacer, y esto lo tenía que haber dicho en el principio, pero lo he dicho y lo digo ahora, nuestro programa no es un programa mágico, un programa curativo, es un programa que intenta buscar soluciones, intenta ayudar al máximo de pacientes, y hay pacientes en los que según qué cosas no les va a ir bien, según qué ejercicios no les va a ir bien, según qué vendajes no les va a ir bien, pero hacemos un trabajo un poco global. Cada uno es un mundo y no podemos hacer algo definitivo para todos ellos. Entonces, este es uno de los vendajes que enseñamos, que ayudan, por ejemplo, a pacientes que van a hacer una actividad determinada y tienen problemas en la rodilla, mejorar la funcionalidad de esa rodilla en ese momento determinado. Ayer también hablamos, no me acuerdo qué compañero lo hizo, habló de creo que fue el traumatólogo, habló de la órtesis. La órtesis, de forma definitiva, hemos de ir mucho cuidado porque eso repercute desde muchos puntos de vista. Entonces, de forma puntual, estos vendajes son muy interesantes. ¿Qué trabajamos? Pues trabajamos todas las partes de la extremidad inferior, trabajamos
cuádriceps, que es básico para la rodilla, trabajamos glúteos medios y glúteos laterales para la estabilidad lumbar y la estabilidad de cadera, trabajamos peroneos para prevenir lesiones como los esguinces, que son básicas, y también trabajamos y les explicamos qué es eso de un tobillo, por qué se produce el esguince, qué pasa con la rodilla y qué componentes tiene la rodilla. Y esto es lo que les pasamos, les damos una hoja con los ejercicios perfectamente explicados, y luego ellos al lado tienen que hacer una ilustración, y si tenemos suerte dentro de poco tenemos una aplicación donde quedarán registrados los ejercicios, o vídeos también tenemos vídeos que les podemos pasar a los pacientes, pero ahora os preguntaréis, hostia, pues igual me podría pasar los ejercicios a mí y yo hacerlo en mi casa. No tiene ningún tipo de sentido. Más de una vez hemos pasado ejercicios a gente que no ha ido a la sesión y, primero de todo, no los ha hecho, segundo, no los entiende. Al final eso tienes que practicarlo, tienen que entenderlo, y nosotros estamos allí constantemente modificando cualquier error que pueda hacer. Entonces, es preferible no hacerlo, porque si lo haces mal, te vas a lesionar todavía más. Entonces, es interesante que el programa que hacemos nosotros, en el punto de vista, desde que llegan hasta que se van, estamos insistiendo en hacer correctamente los ejercicios. Desde el punto de vista del bloque superior, hacemos un trabajo menos de fuerza muscular, más de control motor, que sean capaces de controlar las diferentes estructuras de la extremidad superior, y les explicamos qué es esto de la cintura escapular, porque a veces pueden tener problemas de hombros, pero no tiene por qué ser específicamente el problema del hombro, puede venir dado de las cervicales, de las dorsales, y muchas veces lo que puede pasar es que sea por un problema de cinestesia escapular. Cuando la escápula no funciona bien, también puede dar mucha sintomatología, muchos síntomas en el hombro. Entonces, una buena funcionalidad de la escápula puede hacer que nuestro hombro funcione mucho mejor. Entonces, les explicamos qué músculos participan, cómo hacer los partícipes y qué pasa cuando hay una musculatura que está acortada, que debemos estirar, como puede ser un pectoral mayor, una posición de hombros anteriorizados por un acortamiento del pectoral mayor, puede dar una rotación interna de hombros y eso puede provocar mucha problemática a nivel de estos hombros. Hacemos un trabajo de prevención y de educación sanitaria, les explicamos qué pueden hacer para evitar lesiones en los hombros y por qué se producen estas lesiones. No solo trabajamos los hombros, sino codos, epicondilargias laterales, pulgares, es muy frecuente también la lesión de pulgares. Y también les enseñamos algunos vendajes, como lo veréis ahora a continuación, y también seguimos trabajando el elemento propioceptivo. ¿Veis? Aquí hay un ejemplo de una inestabilidad en la articulación entre el metacarpo y la falange, y les enseñamos vendajes que se pueden hacer ellos mismos, también ejercicios, pero soluciones para los problemas, básicamente lo que buscamos. Siempre es mejor que este vendaje lo haga un profesional, pero no siempre tenemos la facilidad de ir cada vez que tengo dolor en el pulgar al fisioterapeuta. Entonces, les enseñamos cómo pueden hacerse unos vendajes ellos mismos de forma muy sencilla. Y aquí tenéis una imagen del grupo, el grupo que llevo yo trabajando, y me hace mucha gracia este grupo porque tenemos aquí un chico, que es algo raro porque no suele haber muchos, y veis que nos adaptamos a cualquier circunstancia para llevar a cabo los ejercicios. Y como antes, trabajamos varios músculos, musculatura que se encarga de mover bien la escápula, musculatura que se encarga de estabilizar el hombro, como es el manguito de los rotadores, musculatura de la parte anterior también, y les explicamos las diferentes articulaciones que aparecen en la cintura escapular y el resto de la extremidad superior. Lo mismo, los ejercicios. Y pasamos al bloque más complejo y que más síntomas da, que es el bloque de raquis. No os olvidéis que el raquis, primero la parte lumbar y luego la parte cervical, son los dos elementos que más problemas dan a nivel musculoesquelético. Si os pregunto a todos vosotros, lo más probable es que casi todos tengáis algún problema lumbar, algún problema cervical, y luego como tercer elemento que más patología da es la parte de hombro. Entonces, el raquis siempre será importante que lo trabajemos. Y siempre trabajamos en base a tres partes. La parte del control motor, la capacidad de activar correctamente la musculatura. La conciencia corporal, que es la capacidad de sentir este cuerpo, cómo se mueve y cómo actúa. Y la parte de la movilidad vertebral. No dejéis de pensar que al final nuestra columna vertebral no deja de ser un acordeón, una amortiguación. Cuando no se mueve correctamente la columna vertebral tenemos problemas en esos puntos donde no hay movilidad de lesión y tenemos más riesgo de lesionarnos en ese punto. Por lo tanto, necesitamos que una columna se mueva correctamente para tener menos lesión en esta.
Y aquí viene una de las cosas importantes y con las que yo soy muy pesado, que es la parte de la musculatura profunda, y ahora veréis unos vídeos para que lo entendáis. La musculatura profunda de raquis es imprescindible que funcione correctamente. ¿Qué pasa muchas veces con el dolor crónico? Que esta musculatura se atrofia. Cuando tenemos una atrofia de esta musculatura de raquis tenemos muchos problemas porque hay otro músculo que tiene que llevar a cabo esa musculatura, como pueden ser trapecios o musculatura lumbar superficial. ¿Y eso qué crea? Los gremlins que tenéis aquí siempre metidos, ¿no? El dolor de musculatura superficial. Entonces, si nosotros tenemos un buen uso de la musculatura profunda, tenemos mucha menos problemática de esta musculatura superficial. Imprescindible que entiendan qué es esto del raquis. Yo les explico qué es una vértebra, qué es un disco, qué curvaturas tenemos en el cuerpo y cómo podemos cuidar estas curvaturas. Y a partir de allí ellos entienden mucho mejor qué les puede pasar si no hacen un trabajo de prevención potente, ¿no? Entonces, la educación sanitaria en este bloque es muy importante. Lo que hablábamos, ¿no? La higiene postural y que seguimos trabajando el elemento propioceptivo. Y seguimos trabajando las articulaciones de raquis, les explicamos y trabajamos la musculatura profunda, tanto cervical como lumbar. Trabajamos el diafragma, me sabe mal que no esté aquí el neumólogo, pero para nosotros es vital. Y si yo tengo que escoger un músculo que trabajar, siempre me centraré en el diafragma, porque es el músculo más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, les enseñamos cómo hacer buenas respiraciones y cómo trabajar correctamente con el diafragma. Y también hay algunos pacientes que están aquí. Si les preguntáis qué es el músculo transverso, se lo sabrán decir perfectamente, porque la intención es que hagamos los ejercicios, siempre los hagamos desde un punto de vista seguro. Entonces, les explicamos que si saben trabajar la musculatura transversa, los ejercicios que harán lo harán con una estabilidad lumbar y no se lesionarán. Mirad, aquí tenemos dos ejemplos de dos ejercicios que tienen como objetivo trabajar la musculatura profunda, que son ejercicios que no he inventado ellos, son ejercicios que existen y que tienen una evidencia importante, como son el ejercicio del láser. Veis que lleva una diadema puesta y un láser aquí arriba. Es un trabajo totalmente objetivo, no es un trabajo subjetivo, y es muy interesante. Ahora veis un vídeo, y aquí tenéis otro aparato que se llama Stabilizer, que también ayuda a trabajar la musculatura profunda, sobre todo a nivel de musculatura posterior. Os he puesto aquí el vídeo para que entendáis un poquito qué tipo de ejercicios hacemos nosotros. No son los típicos ejercicios de rehabilitación de mueve el cuello para aquí, mueve el cuello para allá, fortalecer a partir de apretar un lado a otro. No, hacemos ejercicios que tienen un trabajo detrás y tienen una importancia. Mira, fijaos aquí, esta chica que tiene problemas cervicales, le hemos pedido que haga máximas rotaciones y máximas flexiones y extensiones con el objetivo de buscar una posición neutra, y hacemos coincidir el puntero láser con la diana. Y le pedimos, para valorar y para tratar la musculatura rotadora profunda, le pedimos que haga 3 rotaciones máximas hacia un lado, y en el vídeo de la derecha le pedimos que haga 3 extensiones máximas hacia arriba y que haga coincidir el centro del láser con el centro de la diana. Cuando ha hecho 3 rotaciones máximas y está trabajando en este momento el control motor, la conciencia corporal, cuando yo le pido al final que haga una rotación máxima con los ojos cerrados, fijaros qué pasa, y voy a hacer de puntero láser. Lo ideal sería que se quedara aquí dentro, y eso sería indicativo de un buen control motor, pero fijaros la chica que hace, se desvía totalmente, y esto es un indicativo, fijaos en este caso, es un indicativo de mal control motor de la musculatura profunda en este caso. Entonces, este ejercicio es muy potente por eso, porque nos demuestra que hay un mal control a nivel cervical y a la vez puede servir como ejercicio. En la siguiente diapositiva os explico ejemplos de ejercicios para trabajar con este tipo de pacientes que tienen alteración del control motor de la musculatura profunda. Fijaos, en este caso está recorriendo alrededor de la diana de forma muy dificultosa, porque no es fácil, la parte más externa de la diana con su puntero. Y en este caso algo más complejo puede ser cuando ya ha pasado un tiempo y ya tiene un control motor adecuado, está siguiendo este laberinto. Pero fijaros, no sé si habéis observado, cómo se desvía para hacer este ejercicio. Parece fácil, pero es muy complejo. Entonces, ahora explicaré por qué hacemos todo esto, ¿eh? Otro ejemplo, aquí utilizamos elementos externos, los brazos. En este caso, cuando yo hago una elevación de un lado de los brazos o de dos,
Lo ideal sería que yo fuera capaz de estabilizar mis cervicales en el centro de la diana, pero en este caso esta chica que tiene una alteración del control motor no es capaz de hacerlo. Fijaros, ahora lo veréis en el vídeo. Durante la subida de brazos el láser se desvía constantemente y eso es un indicativo de un mal control motor. Esta paciente debería trabajar muchísimo antes de hacer este ejercicio. Esto fue un día que la grabé para que lo entendierais vosotros y lo vierais, pero si hacemos un trabajo progresivo, con el tiempo esto irá mejorando. Con el objetivo de lo que hemos dicho antes, de no trabajar en exceso la musculatura superficial. Y es lógico que con el dolor crónico esta musculatura se atrofie, pero si la trabajamos probablemente tenemos muchos menos problemas. Y puede ir derivado, por ejemplo, problemas de cefaleas, que es muy frecuente cuando no hay un buen uso de la musculatura profunda y sí hay un uso excesivo de la musculatura superficial, puede estar relacionado totalmente. Os hablaba antes de que hay 3 bloques. Está la parte del control motor, la conciencia corporal, y aquí está el último bloque. Fijaros en el movimiento de extensión de esta chica. Cuando tenemos un movimiento sano, en teoría esta chica debería hacer una extensión que le quedara la cara paralela al techo, pero no puede hacer más. Y fijaros que el movimiento es totalmente de cervicales altas. Tenemos cervicales altas, medias y bajas. Su movimiento es totalmente aquí, no mueve nada aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con un pequeño aprendizaje de diferenciar y de tener conciencia corporal de la parte de cervicales altas y la parte de cervicales medias, veréis qué pasa. Le enseñamos la diferencia entre un movimiento de cervicales altas y un movimiento de cervicales medias con el objetivo de mejorar la movilidad en este punto. Después de este aprendizaje, que no sería de forma puntual, sino sería un trabajo lento, veréis que este es el vídeo que hemos visto antes. Fijaros hasta dónde llega y fijaros que mueve sobre todo aquí, y fijaros la diferencia de este vídeo después de haber hecho un ejercicio de conciencia corporal. Más movilidad y, como podéis ver, el movimiento pasa a ser más de cervicales medias. Esta chica igual lleva, depende de lo que lleve esta chica con esos problemas cervicales, igual lleva mucho tiempo sin usar esa parte de las vértebras. Ese mal movimiento vertebral puede dar mucha sintomatología y puede dar muchos problemas a largo plazo. Entonces, es una parte importante de la rehabilitación a nivel de braquis. ¿Qué otras cosas hacemos? No solo hacemos ejercicio, de hecho a veces pienso que hablo demasiado con mis pacientes y tengo que dejarles practicar más y hablar menos. Trabajamos sobre la teoría de miofacial, los puntos gatillo. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de ello, pero les explicamos qué es esto de los puntos gatillo y cómo pueden trabajarlo. Les hacemos educación sobre el dolor, sobre todo del dolor crónico. Les hablamos de la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Les explicamos qué pasa en nuestro cuerpo cuando hay dolor crónico. Y también intentamos promover actividad física. No me acuerdo quién lo dijo ayer, pero hubo un compañero que habló de la actividad física. Siempre que sea actividad física segura y que puedan llevar a cabo, siempre intentar promover esa actividad física y evitar el sedentarismo. Ahora os voy a poner un artículo de sedentarismo que es brutal. Conceptos básicos de alimentación, ayer también lo hablábamos. Yo no me voy a meter en la alimentación, lo que sí que les voy a dar son 2 o 3 herramientas y les voy a invitar a que acudan a un profesional porque creo que es muy interesante una buena alimentación para el dolor y la mejora de la calidad de vida. Hacemos educación sobre falsos mitos. Hay muchos pacientes que vienen con muchos falsos mitos y eso es muy problemático porque eso les puede perjudicar en su dolor. Y lo que hemos dicho antes, hablamos sobre pacientes, intentamos hacer pacientes inteligentes. Mira, este artículo es del 66, es muy potente y a mí me gusta mucho y os explicaré el porqué. Este artículo del 66, que actualmente sacar un artículo del 66 en un congreso está un poquito mal visto, pero os voy a explicar el por qué es interesante. En el 66, unos estudiantes de medicina residentes se encamaron durante 3 semanas, nada de movimiento, en una cama para ver qué pasaba con su consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es un valor que está muy relacionado con el estado de fatiga. Entonces, después de 3 semanas de encamamiento, fijaros cómo desciende el consumo máximo de oxígeno. Ya no os digo cómo está la musculatura a nivel musculoesquelético, cómo se ha atrofiado. Pero es que 50 años más tarde, estos mismos pacientes se vuelve a registrar el consumo máximo de oxígeno, fijaros en el 96, del 66, 50 años más tarde, su consumo máximo de oxígeno es igual que 50 años más tarde. Por lo tanto, esto podemos relacionarlo, y es así,
que 3 semanas de encamamiento es equiparable o se puede igualar a 50 años de vida. Imaginaos lo potente o lo problemático que puede ser el sedentarismo. Entonces, aunque yo tenga dolor, aunque tenga mucha problemática, es muy importante que dentro de la medida que podamos o dentro de las capacidades que tengamos que intentar hacer una vida lo más activa posible. Aquí viene la parte científica, 3 artículos y no hablo más de esto. El primer artículo es un artículo que habla sobre un protocolo de tratamiento del SET, si lo tenéis aquí si os interesa, la diferencia entre un protocolo de niños, adolescentes y adultos. Un segundo estudio que habla sobre la calidad de vida en los pacientes con SET y qué pasa después de hacer un abordaje grupal también de SET, cómo cambia esta calidad de vida o no. La verdad que en este estudio se demuestra que durante el grupo de ejercicios muchos de ellos empeoran por dolor. Este tercer artículo es muy interesante porque al final lo que resume sus conclusiones es todo lo que yo estoy explicando. Al final es que la fisioterapia de forma grupal y holística tiene efectos a largo plazo y tiene un trabajo muy potente a nivel de prevención. Ayuda a mejorar los síntomas y que es vital la educación del profesional y del paciente para tener mejores resultados. Y en cuanto a investigación necesitamos saber muchísimo más para poder avanzar en esta patología. Y último artículo del que os hablo, una revisión sistemática sobre la rehabilitación en estos pacientes. Si lo creéis es interesante, es bastante actual para ser un artículo de Rendanglos y nos dice la verdad que muchas veces la fisioterapia es muy complicado hacer estudios. Entonces, no es lo mismo tomar una pastilla y ver qué pasa con los diferentes pacientes que hacer una intervención totalmente variable como es la nuestra y ver resultados positivos en cuanto a evidencia. En cuanto a pediatría, me han pedido que diga algo sobre la pediatría en la rehabilitación. La verdad que la evidencia nos dice que hay muy poco sobre esto y nosotros actualmente no estamos tratando de forma grupal ni tratando de forma específica a los niños, pero os explico lo que he encontrado en cuanto a evidencia. La evidencia nos dice que el 81% de los niños que están diagnosticados de Ehlers-Danlos acuden al servicio de reumatología por dolor agravado al ejercicio. La rodilla y el hombro son las articulaciones más afectadas y la mayoría de casos los padres subestiman la percepción del dolor de sus hijos. No quiere decir que vosotros lo hagáis, quiere decir que la mayoría de estos pacientes, por evidencia, nos dice que hay una subestimación de los padres. El dolor, la fatiga, la incontinencia de esfuerzo es lo que más afecta la calidad de vida de estos pacientes. Hay un descenso de la fuerza muscular y eso hace que estos pacientes tengan muchas más limitaciones en el día a día y que el evento propioceptivo, como decía el doctor Graham ayer, es una de las partes que está alterada. Entonces, nosotros como fisioterapeutas, sabiendo eso, podemos intentar trabajar este elemento de la fisioterapia para encontrar resultados positivos. Para acabar también, ¿qué nos dice la evidencia? Pues lógicamente que el diagnóstico es muy dificultoso, con los niños sobre todo, y que hay un poco de tratamiento efectivo y eficiente, y que la bibliografía en pediatría es muy limitada. Entonces, esta ya es la última diapositiva, espero que no estéis muy cansados. El futuro nuestro, al menos, y de la fisioterapia y la rehabilitación en Ehlers-Danlos, creemos que va por este camino. Tenemos que empezar a trabajar más la parte psicosocial. Nosotros lo intentamos hacer, pero somos conscientes de que nos queda mucho camino por hacer y sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar el dolor crónico. El 90 y largos % de los pacientes tienen dolor crónico. Entonces, ¿qué hemos visto o qué sabemos? Pues que hay programas de dolor crónico y programas de exposición gradual que son personas que se dedican específicamente al dolor y hacen esos programas, como el señor David Butler, que tiene resultados muy potentes en cuanto al dolor crónico. Entonces, nuestro interés es seguir por el camino que estamos haciendo, pero intentar abordar más esta parte psicosocial a partir del dolor crónico. Como conclusiones, me gustaría decir que el programa que hacemos en nuestro hospital sobre Ehlers-Danlos tiene un beneficio desde el punto de vista multidimensional, que no solo es sintomático, hacen tratamiento no solo sintomático, sino sobre todo es preventivo, y que abordamos esta parte biopsicosocial del paciente, que la bibliografía sigue siendo muy limitada, pero con congresos como estos cada vez esta bibliografía será menos limitada,
y que nuestro hospital, el Hospital Vall d'Hebron, está colaborando en el futuro de este set y esperamos que cada vez sea menos raro ir a una consulta y que digamos que tenemos síndrome de Ehlers-Danlos y que nos miren con cara rara. Quería, antes de poner el vídeo, deciros que el doctor Bruguera y creo que también Carolina ayer pusieron hay fotos de cebras, pues solo quiero ponerme una medallita. Esa es la única foto que de verdad la hemos hecho nosotros y esta la he hecho yo. La hice en África y cuando la hice pensé en vosotros y a ver si algún día la ponía a exponer y en el día de hoy pues nada, me hace gracia de ponerla. Muchas gracias y antes de que acabe, dejadme que os ponga el vídeo para que vosotros entendáis qué tipo de pacientes recibimos nosotros y la dificultad que tiene abordar tantas diferencias entre unos y otros. A ver si lo encuentro. Madre mía. Aquí está. Veréis que hay muchos, es un vídeo sobre pacientes que hemos tratado nosotros. Veréis que hay muchas diferencias entre unos y otros, que hay diferentes perfiles de pacientes y que quiero que sepáis que cuando hacemos esto el segundo día lo que hacemos es una mesa redonda en la que situamos tipo Alcohólicos Anónimos los diferentes pacientes, que no suena mal, pero es así. Y yo tengo la pelota del habla, les doy la pelota y cuando les hago la pregunta les lanzo la pelota y en esta forma ya ellos pueden hablar y pueden responderme pregunta, pero es muy interesante porque entre ellos de golpe empiezan a encontrarse y empiezan a ver que, ostras, no están solos en todo este mundo y hay gente parecida a ellos. Entonces, espero que os guste. Lo ha hecho una compañera que lo ha hecho de forma desinteresada, que se llama Sheila, que ha hecho este vídeo y nada, disfrutadlo. Hola, me llamo Isabel y no trabajo. Me llamo Rafael y no trabajo. Hola, me llamo Irene Martín y trabajo de dentóloga en la clínica de Cataluña. Azucena y soy administrativa. Hola, me llamo Raquel Y yo me llamo Vanessa y soy psicóloga. Hola, me llamo Xavi Miralles y trabajo preparando smartphones y tablets. Significa el dolor, a veces frustración, ansiedad, alivio, al ponerle nombre. Pues para mí significa una explicación a muchas cosas que me han pasado a lo largo del tiempo. Para mí ha sido pues, lo que hoy no ha podido pasar. El ser para mí es una característica que tengo que tener en cuenta el resto del mundo. Para mí, para mí. Lo de para es de la Significa frustración, impotencia y mucha lucha. El pasado, alegría. El presente lo definiría como momentos duros, pero intentando mantener la alegría. Y el futuro espero definirlo pues con alegría y con menos dolor. El pasado, pues no lo entendía. El presente, pues me siento bien, sé lo que pasa y el futuro, pues lo veo con optimismo, porque sabiendo lo que uno tiene, pues puede actuar en consecuencia. El pasado ha sido genial. Actualmente, ojalá ahora la vida. El pasado fácil, el futuro y el presente difícil. Pasado aprendizaje, presente cuidado, futuro
optimismo? Pues mi mayor, mi mamá, pero no lo sé. También me ve a nivel de las personas y a la gente. El pasado, felicidad y libertad. Presente, impotencia, lucha y momentos buenos y momentos malos. El futuro, incierto. Pues espero de la rehabilitación que me ayude a poder conocer mejor mi cuerpo, a poder saber cómo y cuándo me puedo lesionar, ya que me dé ayudas para que en mi día a día pueda después implementarlas y me haga la vida un poquito más fácil. Pues que me dé herramientas para conocer mejor mi cuerpo y para evitar lesiones y reducir el dolor. Ya he hecho de todo. Calidad de vida. Calidad de vida. Que se me enseñe ejercicio para fortalecer la musculatura. Hay una cosa que mi madre no me deja ver, que es el puente. Pero no porque no puedas, ¿no? Pero no porque no pueda, porque si no me ha llegado y lo acabaré como ella. Pues ahora me dibujaría subiendo una montaña y con una mochila, dijéramos que un poco pesada. Como un sol porque tengo ilusión por el futuro. Supongo que dibujaría a una chica que físicamente, o sea, no está mal, pero bueno, me dibujaría en una cama, viendo la tele. Me dibujaría la cabeza y dentro de la cabeza, pues, colores. La dibujaría con un vestido y también la dibujaría los dientes, la leche. Mira, yo me dibujaría mi cabeza y el cuerpo no lo dibujaría porque hay momentos en que no sé ni cómo, que no me lo reconozco como mío. Hay que seguir luchando para conocer qué gen es el que provoca el síndrome móvil, futuras generaciones de personas pues, que, por ejemplo, están pensando en tener criaturas, luchar por la gente que estamos afectados, por el dolor que se siente a diario, que no simplemente sea paliativo. Pues para comprender mejor lo que nos pasa y por nuestros hijos. Por mi madre y por mi hijo. Muchísimas cosas. Pero sobre todo porque las generaciones que vienen tengan más información y no se cometan tantos errores. El saber un poco qué puedes y lo que no puedes hacer ayuda muchísimo. Yo puedo hacer cosas que a uno no pueden hacer. No sé. Mi hija tiene su propia vida y podrá hacer las cosas como ella quiera. Yo no tuve opción. Ella debe recibir respuestas. Nosotros hemos tenido que buscar. Para tener un futuro mejor y por ti mismo y por los que te rodean. Pues al final arrastras a esa gente como estás mal y bueno, no tiene ninguna culpa. Bueno, muchas gracias, ese ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado y perdonad estas horas y la charla que os he metido porque es muy complicado explicar todo lo que hacemos en un resumen de 15 minutos. Gracias y espero que os haya gustado. Ce que a très bien dit le professeur Graham hier,
en disant qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la médecine un cas semblable, une maladie aussi fréquente, car elle est très, très, très fréquente. Ce n'est pas du tout une maladie rare. Il faut arrêter de considérer que parce qu'il y a une hérédité, c'est une maladie héréditaire, on cherche des gènes, on n'en trouve pas beaucoup. Ce n'est pas une maladie forcément rare, elle est très fréquente, très, très fréquente. Et elle est totalement méconnue. Quand je dis totalement, il y a des exceptions, mais elles sont tardives. Les diagnostics chez les personnes qui sont là ont été faits tardivement. Il y a eu des souffrances, une errance, un parcours souvent effrayant et beaucoup d'épreuves. Et ces épreuves peuvent être dangereuses. Et c'est sur ça que je vais aujourd'hui insister, sur quoi je vais travailler. Je vais vous présenter le travail que j'ai fait, je vais vous aider à vous associer, parce que ce sont des urgences. Ce n'est pas simplement un discours parmi d'autres. Voilà, c'est une maladie diffuse, une maladie génétique comme ci ou génétique comme ça. C'est intéressant, mais ce qui compte, c'est de faire le diagnostic et d'urgence protéger les patients contre les accidents thérapeutiques, qui peuvent être extrêmement graves, qui peuvent même entraîner la mort, nous le savons, ça a été dit récemment aussi, ici même. Voilà. Et il faut mettre en place des traitements. Il y a des traitements. C'est incroyable, comme on parle très peu des traitements. Tout à l'heure, bien sûr, nous sommes en fin de course, et on a eu les traitements par la rééducation, physiothérapie, réadaptation. Et je suis, moi, un médecin de la réadaptation, de toute façon, et je trouve que c'est formidable, c'est très intéressant ce qui a été présenté, mais il faut d'abord parler des traitements. Parce que même si on n'a pas trouvé le mécanisme de déclenchement de la maladie, on peut la soigner. Et alors, cette communication, elle est commune avec un certain nombre de personnes que vous voyez ici et qui m'ont aidé, soit pour la traduction, soit pour la mise en forme, soit pour la conception, y compris une physiothérapeute, kinésithérapeute française d'origine espagnole qui a contribué largement à la traduction. Donc, c'est une maladie qui est connue depuis 127 ans. Ça fait 127 ans que l'on a décrit le syndrome de l'air dans l'os. Cette description, elle est due à un Russe, ça on ne le dit pas souvent. En fait, c'est déjà en 1881. C'est Alexis Andrei Tchernogobov, dermatologue, qui a décrit deux cas. Après, il n'y avait plus qu'un seul, mais c'est deux cas. Et les Russes appellent aujourd'hui cette maladie, je crois encore aujourd'hui, maladie de Tchernogobov. Donc, hommage à Tchernogobov. Il a fallu attendre Ehlers, qui a donné son nom. C'est aussi un dermatologue. Il était à Copenhague. Et c'est justement le meilleur descripteur avec Tchernogobov. Après arrive dans l'os, qui est un Français, mais il s'est trompé de maladie. Alors, il a développé beaucoup l'hypertétérabilité, mais ce n'est pas le syndrome de l'air dans l'os, en fait. C'est une autre maladie qui est proche. Et puis il y a eu Achille Miget, c'est quelqu'un de très intéressant parce que c'est le premier dans sa thèse à Paris, thèse de médecine, qui a regroupé donc les deux noms qui restent et que je crois qu'il faut garder parce que si on change les noms, ça va être très difficile. Déjà, on a du mal à identifier la maladie. Si on l'appelle différemment, on ne va pas s'en sortir. Donc pour l'instant, LR dans l'os, c'est Miget qui a rassemblé ces deux noms. Voilà donc Ehlers. Voilà la thèse de Miget. Et Miget a décrit un signe très intéressant, il y a déjà des photos à cette époque, c'est en 1933. Et un signe très intéressant, c'est un hématome lorsqu'on fait une prise de sang. Ça, c'est quand on voit qu'on saigne facilement lors d'une prise de sang, je pense qu'il faut savoir, il faut penser à ce syndrome. C'est devenu le signe de Miget. Ici, on peut considérer que c'est une maladie qui est donc complètement oubliée par la médecine, mais qui doit être vue d'une certaine façon. Voilà. C'est une maladie qui concerne tous les tissus conjonctifs. C'est finalement simple, on se complique et on pense qu'il y a tel spécialiste, il y a plein de spécialistes qui interviennent, chacun à sa manière, c'est bien. Mais en fait, c'est une maladie unique, c'est une maladie de tout le tissu conjonctif. Bien sûr, il vient du collagène. Alors on parle du collagène, on cherche à reproduire le collagène, c'est très bien. Mais c'est une maladie qui touche tout le corps humain, aussi bien, comme je l'ai mis ici, la peau, les os, les cheveux, tout y est, tout. C'est bien qu'on a une modification de
tous les signaux que le corps peut envoyer vers un organe qui est normal. C'est le cerveau. Le cerveau, lui, n'a rien. Le système nerveux n'est pas atteint. Ce n'est pas une maladie neurologique. Et les douleurs, ce n'est pas des douleurs d'origine neurologique. Ce sont des douleurs qui sont dues à un trouble qu'on va mieux préciser. C'est un trouble de la proprioception. C'est une maladie proprioceptive. On ne peut pas sortir de ça. Et tout ce qui a été expliqué sur la rééducation tout à l'heure relève en fait de la proprioception. Et il faut savoir aussi que c'est une maladie héréditaire. On le sait, vous êtes bien placé pour le savoir. On est un peu silencieux sur le mode de transmission. Ce matin encore, on a entendu que c'était mendélien. Ben, ce n'est pas mendélien. Ce n'est pas possible. Il faut le dire. Quand un parent a le syndrome, tous ses enfants vont l'avoir. Et quand on regarde la fratrie, on voit chez les frères et sœurs, et on retrouve chez les cousins. Quelquefois, c'est très discret. Alors on passe à côté, on fait d'autres diagnostics. Mais croyez-moi, mon expérience est quand même un peu ancienne, 25 ans. Maintenant, 5600, plus que 5600 même patients. J'ai fait des enquêtes sur toutes les familles, enfin, pas toutes, sur beaucoup de familles, pas toutes en fait, sur beaucoup. Eh bien, c'est 100%, c'est 2 sur 2, c'est 7 sur 7. Et avec mon ami de Bruxelles, il a vu une famille, lui, ils sont 10, les 10 enfants ont le syndrome. Voilà. Donc, c'est quelquefois très discret. On ne sait pas pourquoi, c'est plus discret ou moins discret, mais il ne faut pas dire on va attendre 15 ans, on va attendre 20 ans pour faire le diagnostic. Le diagnostic peut être fait dans les premiers mois de la vie, et c'est très important parce qu'une grosse erreur de diagnostic, c'est d'accuser les parents de violence aux enfants. Et actuellement, il y a plusieurs procès en France sur lesquels j'essaie d'intervenir, de peser pour montrer que les pédiatres se sont trompés. Ce n'est pas de la violence, c'est une maladie d'Ehlers-Danlos qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est une maladie pour laquelle, bien sûr, on fait des recherches génétiques et c'est très intéressant, et c'est tout à fait intéressant et utile. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin pour le diagnostic. On peut faire le diagnostic autrement parce qu'il n'y a aucun test génétique qui permet d'affirmer assurément que c'est le syndrome. Tout à l'heure, dans l'interview, on a entendu une personne dire « Nous attendons un test diagnostic pour qu'enfin on nous dise… » Mais on le sait, vous allez voir. Je vais vous montrer les tests que nous connaissons tous ici, parce qu'il y a une liste de symptômes et qui sont quand même très évocateurs, et qui permettent de faire un diagnostic de certitude. Alors, c'est une maladie qui est fréquente. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté, parce que maladie rare, maladie génétique rare, nous en avons par-dessus la tête d'entendre ça. Et on est confronté à des patients. Moi, toutes mes consultations, je sors de là désespéré parce que je vois des patients qui souffrent horriblement, qui ont traîné pendant des années, et vous le connaissez pour plusieurs d'entre vous, qui ont eu des expériences extrêmement douloureuses avec les médecins, qui généralement disent « mais vous n'avez rien, c'est dans la tête, allez voir un psychiatre ». Alors, je sais qu'il ne faut pas d'abus psychiatriques, il ne faut pas abuser de la psychiatrie. La psychiatrie est extrêmement utile. Et justement, c'est souvent eux qui redressent le diagnostic. Ils disent « mais non, il n'y a rien de psychiatrique ». Alors, on va voir qu'il y a des problèmes, des difficultés d'ordre cognitif, mais ce n'est pas nécessairement une maladie mentale. Et voilà. Alors, donc, cette incidence, nous l'avons mesurée, parce que c'est facile. On prend tous les médecins généralistes qui font le diagnostic, et on voit combien ils ont de patients. 5 à 10, on multiplie par nombre de généralistes en France, et on sait le chiffre. Chez nous, c'est à peu près 2 millions. Bon, ici, c'est pas moins. Je sais qu'en Belgique, c'est 3%, et M. Graham nous a dit il y a quelques jours que ce n'était pas très différent chez eux. Voilà. Alors, comment faire le diagnostic? Alors, d'abord, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maladie qu'on a dit être du tissu conjonctif. C'est une maladie dans laquelle il y a 2 caractéristiques. D'abord, les tissus sont fragiles. Et on a parlé ce matin beaucoup d'hémorragie. Les tissus sont fragiles, ils saignent facilement. C'est un des grands signes du syndrome d'Ehlers-Danlos que Ehlers avait décrit déjà en 1900. Hein. Il avait dit dans le chapitre, un chapitre qui s'appelle Maladie hémorragique. Voilà. Le titre, c'est Maladie hémorragique. Donc, cette fragilité explique ça, explique les troubles de cicatrisation, explique un certain nombre comme on a dit ce matin, de dilatations artérielles avec des ruptures, des possibilités de dissection de l'aorte ou d'artères, et qui évidemment sont très graves. Et chaque fois qu'on opère, ça risque d'être une catastrophe. Il faut être extrêmement prudent. Alors, ça c'est la première chose, la fragilité.
La deuxième, c'est que, imaginez un cerveau qui est très bien formé. Le cerveau est absolument normal. Mais par contre, les informations que lui envoie le corps sont des informations trompeuses. Par exemple, c'est un exemple qui est souvent reproduit, la vessie est pleine, eh bien, le message vessie pleine n'arrive pas. Donc, on peut rester pendant une journée complète, voire plusieurs jours, sans avoir envie d'uriner. Ça arrive. Quelquefois, c'est le contraire. On a des envies pressantes parce que justement, le contrôle n'est pas bon et il y a des gouttes qui descendent dans l'urètre beaucoup trop tôt alors qu'elles devraient rester en place. Voilà. Alors, c'est cet exemple. Il y en a d'autres. On veut passer une porte et on perçoit la porte, on perçoit le chambranle de la porte, on a son corps, on le perçoit, oui, mais on le perçoit de façon déformée, on arrive sur la porte, on cogne dans la porte alors qu'on est persuadé qu'on va passer. Voilà, c'est ce type de désordre qui intervient constamment et dans la rééducation, c'est évidemment ça qu'il faut prendre en compte. On est dans une rééducation proprioceptive. Il n'y a pas tant de déficit musculaire. En fait, il n'y a pas on parlait d'atrophie, mais les muscles, c'est vrai, sont souples, mais il n'y a pas de perte de capacité, il n'y a pas de paralysie. Par contre, il y a énormément de difficultés de contrôle. Voilà. Il y a ici 9 signes. Ces 9 signes qui sont les douleurs multiples, la fatigue très importante, les troubles proprioceptifs, notamment se cogner dans les portes, être maladroit, tomber, l'instabilité articulaire qui peut être qu'on fait des entorses, qu'on fait des luxations, c'est assez fréquent, mais aussi simplement qu'on craque. On craque. Le fait de craquer, et ça c'est un nouveau signe pour la médecine de la rééducation, la kinésithérapie et autres, le craquement c'est déjà une subluxation. Hein. Et donc il y a cette instabilité, la peau est très fine, et il y a un autre signe qu'on a trouvé grâce au syndrome des lèvres dans l'os, c'est qu'on prend des coups de jus. Enfin, excusez-moi, le coup de jus, je ne sais pas si on peut le traduire, c'est des décharges électriques en prenant une portière de voiture, en touchant un objet métallique ou en embrassant quelqu'un. Et ça veut dire que la peau est fine, très fine, elle n'arrête pas l'électricité. Si on a ce genre de signe, c'est très, très indicatif. Ensuite, il y a bien sûr l'hypermobilité. Alors on en a fait beaucoup de l'hypermobilité, elle peut manquer. Il y a des cas où on n'a pas d'hypermobilité, on a des rétractions. Et ça n'empêche pas qu'on peut avoir un syndrome des lèvres dans l'os. C'est vrai qu'elle est fréquente, mais on en fait un signe absolu. Et beaucoup de médecins, notamment dans le domaine de la génétique ou de la rhumatologie, sont persuadés que s'il n'y a pas une hypermobilité, que c'est ce qu'on montre tout le temps, le pouce qui se met comme ça, eh bien, il n'y a pas le syndrome. Ça, c'est pas bien. Parce qu'on ne peut jamais exclure, sur le manque d'un signe, le syndrome des lèvres dans l'os. Il y en a 9. Ensuite, ce sont les ecchymoses. C'est les ecchymoses. Et puis, il y a le fait d'avoir une oreille extrêmement sensible. Elle est tellement sensible que les bruits peuvent gêner beaucoup, mais aussi on peut être un chanteur, comme Edith Piaf, qui avait le syndrome des lèvres dans l'os. Elle est d'ailleurs morte d'une rupture d'anévrisme. Hein. Et donc, ces signes-là sont extrêmement évocateurs. Il y a les vertiges aussi, mais plus l'hyperacousie, et puis les reflux intestinaux sont très fréquents. On en a choisi 9. Ces 9 signes, nous les avons étudiés avec un mathématicien, un certain nombre de personnes qui connaissent très bien les statistiques, et on a mis en place ça. Ne vous affolez pas, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, c'est une formule mathématique, mais c'est la formule du syndrome. Hein. Parce qu'avec tout ça, on fait rentrer les signes qu'on observe, et on sait si c'est le syndrome ou pas. Ah, c'est un peu magique, mais c'est la recherche clinique. Parce qu'on a calculé en fonction de la fréquence, en fonction aussi des signes les plus évocateurs. On a pris des signes, tout médecin peut faire un diagnostic, c'est très facile. Les 9 signes, ils sont là. Mais si on en a 5, ça suffit. Ça y est, ça ne peut pas être autre chose. C'est ça la médecine. La médecine, c'est l'addition de signes et de symptômes qui fait qu'au bout d'un moment, c'est ça et ce n'est pas une autre maladie. On peut faire un diagnostic différentiel. Et on dit, voilà, il y a ça. Mais c'est déjà suffisant. Mais il y a un argument très fort encore. C'est le fait, voilà les références, pardon. Les références, Paris, Londres, et puis Gand. Voilà. Alors, vous les verrez sur le diaporama. Et je tiens à la disposition de tout le monde des documents que je peux vous envoyer autant que vous voulez. Vous m'écrivez, je ne réponds pas toujours. Je n'ai pas le temps, mais j'essaie de le faire. Et vous insistez, je finirai par vous répondre. Alors, voilà, c'est les autres manifestations qu'on peut avoir. Elles sont importantes aussi, parce qu'elles sont utiles à connaître pour la rééducation et pour toute la réadaptation de ces patients. Alors, il y a bien sûr la dysautonomie, on en a beaucoup parlé, notamment hier, qui est très importante. Il y a la dystonie, c'est un signe qui n'est pas assez mis en évidence. La dystonie, ce sont des mouvements
incontrôlée. C'est-à-dire que la dystonie, enfin, je ne peux pas l'expliquer, ce serait trop long, mais là aussi, ça rentre dans le problème du contrôle proprioceptif, parce que les centres du mouvement automatique ne reçoivent pas les bonnes informations. Alors, ils bougent quand il ne faut pas, ou bien ils ne bougent pas, ou ils bougent mal. Et ça, c'est la dystonie. Il y a un traitement. C'est les anti-parkinsoniens qui marchent vraiment, vraiment bien. Et puis, il y a la dyspareunie, qui évidemment, c'est surtout des majorités de femmes, mais les hommes peuvent avoir aussi des problèmes, par exemple, d'éjaculation. Et ici, c'est surtout des femmes qui ont souvent des douleurs vaginales très importantes, en dehors des rapports, mais aussi au moment des rapports. Et il y a un traitement très simple, je le donne tout de suite parce que c'est important de le savoir. On met un peu de gel de xylocaïne. En français, c'est xylocaïne visqueuse, enfin c'est un peu de gel de xylocaïne dans le vagin, et les douleurs, il n'y a pas de douleur, ça marche très bien. Alors, ça c'est un signe aussi, on voit la moitié des femmes ont ça, hein, quand même. Il y a ensuite des problèmes de dysfonctionnement vésico-sphinctérien, j'en ai parlé rapidement. Il y a des pseudo-paralysies, alors ça stupéfie les neurologues en particulier, ils ne comprennent pas que d'un coup il y a une hémiplégie. Ce n'est pas une hémiplégie, c'est un trouble de perception par le cerveau de la moitié du corps, si ça récupère, très bien. Ce n'est pas non plus un AVC, un accident vasculaire cérébral. Voilà. Et il y a donc également des signes qui sont mal connus. Ce sont des kystes, des nodules, des ganglions. On peut en avoir beaucoup. Alors ça amène des faux diagnostics, c'est pas possible. Il ne faut pas y toucher, ils disparaissent en général, ils ne cancérisent jamais. Par contre, s'ils sont trop gros, on est obligé de les enlever. Les manifestations cognitives sont très importantes et sont généralement oubliées par les descriptions officielles, surtout de nos amis généticiens. Ils ne parlent pas beaucoup de la mémoire, de l'attention, de la concentration, de l'orientation, et puis d'un comportement particulier que nous avons étudié avec notamment le professeur Boulbena ici et Carolina et quelques autres, qui est étudié par d'autres personnes aussi. On parle d'autisme. Ce n'est pas de l'autisme. On ne sait pas, voilà. Mais c'est un comportement autistique, parce qu'on se comprend très bien entre personnes qui ont le même syndrome, parce qu'on a la même façon de percevoir le monde et son propre corps. Et les couples de personnes qui ont le syndrome ne sont pas rares du tout dans notre expérience. Et cette situation fait qu'avec les autres, on n'est pas très bien. Et notamment les enfants, ils sont par exemple dans les classes primaires, et ils préfèrent parler avec les adultes qu'avec les autres, qui trouvent beaucoup trop, disons, on dirait en français, bébé, enfin, petit enfant, ils manquent de maturité. Et c'est un avantage formidable, parce que quand on a ce syndrome, on a des capacités que les autres n'ont pas. Mais ça peut gêner dans les relations. Alors, il y a ensuite les problèmes d'humeur. On est sensible, et c'est une bonne chose. On est sensible à la douleur des autres, on compatit. Mais on est quelquefois trop malheureux de ça. Et puis aussi, il y a ce que le professeur Boulbena, ici présent, a magnifiquement décrit, c'est justement le problème, la question de l'anxiété particulière de ces patients, et qui n'est pas due, on pourra discuter, voilà, mais qui, pour moi, le mécanicien de la rééducation interprète comme étant, parce qu'il y a une perception particulière du corps et que ça donne on se sent particulier et on peut être inquiet, on ne sait pas comment le corps va réagir. Alors, en tout cas, ce n'est pas forcément terriblement affolant, mais il y a des traitements qu'il faut utiliser et M. Boulbena insiste bien là-dessus. Donc vous avez là un autre panorama de symptômes qui sont à connaître parce que ça complète le diagnostic. On en a déjà assez, on l'a dit tout à l'heure. Mais, par contre, ces symptômes-là sont aussi à connaître pour ne pas faire d'erreur de diagnostic et ne pas envoyer les patients systématiquement vers la psychiatrie en disant que c'est dans leur tête. On entend ça tout le temps. Et c'est quelque chose dans lequel je me révolte. Ce n'est pas possible. Alors, ce que je n'ai pas dit au passage, vous l'avez lu, c'est que ceci, avec la formule mathématique, a été calculé, et quand on a 5 au moins des 9 signes, la sensibilité est quand même de 19,6%. Presque 100%, c'est exceptionnel en médecine. Donc on peut faire le diagnostic, c'est complexe. Il y a beaucoup de symptômes. Alors tout le monde est perdu, on comprend bien. Moi aussi j'étais perdu au début, il y a 25 ans. Mais à force d'écouter, d'enregistrer, de classer tout ça, on finit par s'y retrouver. Puis il y en a d'autres qui trouvent les mêmes signes. Alors on dit qu'il y a des raisons. Et ça devient beaucoup plus clair. Mais justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de signes différents, dans des domaines différents, que c'est une maladie qui touche l'ensemble du système conjonctif. Ce n'est pas une maladie d'organes, d'un organe particulièrement, c'est une maladie de tous les organes. C'est intéressant, parce que ça ouvre des perspectives pour la médecine, et surtout pour les patients. Alors,
il y a des complications qui sont assez graves, qui sont possibles. Et on a parlé des anévrismes ce matin encore, et vous avez entendu parler, on nous raconte beaucoup d'histoires sur les classifications des maladies, je vous ai l'air dans l'os, des maladies. Pour moi, il n'y en a qu'une, hein. C'est le tissu conjonctif avec des expressions différentes. Alors on peut les classer en forme clinique, si on veut, mais c'est faire des maladies différentes, c'est difficile. On a dit une forme vasculaire. Il n'y a que celle-là qui fait. Mais la reconnaître est très difficile. Moi, je ne sais pas. Cliniquement, je ne sais pas. Le visage de Madone, tous les patients que je vois ont visage de Madone. Hein. Ils ont 10 ans ou 20 ans de moins que leur âge. Et peut-être il y a des personnes ici qui sont heureusement d'apparence plus jeunes. C'est un avantage. Mais je n'ai pas compris ceci et d'autres qu'on trouve ailleurs. Donc je ne m'inscris pas dans cette démarche et je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut systématiquement, dès qu'on a diagnostiqué les 9 signes, 5, le syndrome des Ehlers-Danlos, c'est rechercher les anévrismes. Et pour ça, il faut les rechercher avec des IRM cérébrales et pas seulement des examens comme on faisait avant d'aortographie, mais pas par scanner justement, mais par échographie. On est passé à côté d'anévrismes. Nous le savons maintenant. Donc c'est systématiquement quand le faire, à quel âge, il faut le faire chez les petits-enfants, est-ce qu'il faut le faire moi j'attends à peu près l'adolescence pour le faire, mais je le fais toujours. Et on en trouve. Et ce matin, un intervenant en chirurgie cardiaque a montré la même chose. Et même Madame Malfait, qui est en Belgique, et qui est une généticienne qui publie beaucoup sur ce syndrome, a décrit récemment, pas seulement dans les formes vasculaires, les formes qu'ils appellent hypermobiles ou hypermobiles. Donc, mais on en trouve partout. Hein. Alors, donc il faut savoir rechercher ça, parce que si on les trouve, on les suit et on les opère, s'il y a besoin. Là, c'est une discussion que les chirurgiens et la connaissance de la maladie, parce que quand c'est plus fragile le syndrome que quelqu'un qui fait un anévrisme qui n'a pas le syndrome. C'est pas tout à fait pareil. Ensuite, les occlusions intestinales. Ça, c'est extrêmement embêtant. Et si on n'a pas le diagnostic dès l'enfance, on peut passer à côté et on peut avoir de gros ennuis. Et puis, il y a également il faut que je retraduise. Il y a des inondations bronchiques par régurgitation qui peuvent être extrêmement graves. Et puis Arnold Chiari, quelqu'un a parlé de ça, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose sur un Ehlers-Danlos, c'est quelqu'un, un neurochirurgien, qui vient parler d'Arnold Chiari, c'est-à-dire des instabilités cervicales telles, mais c'est rare. Dans mon expérience, nous n'en avons pas vu beaucoup. Que vous connaissez bien sûr, voilà. Pour voir on parle des mêmes patients. Là, les vergetures, là, le signe de Gorlin, voilà, rapidement. Les bleus, alors il y en a tout le temps. Et ça, c'est un très bon moyen de faire le diagnostic chez un jeune enfant, un bébé en particulier, surtout si les parents ont le même syndrome. Alors ça, je vais montrer ça parce que c'est une grande crise de dystonie. Ça s'est passé à notre consultation à Paris. Cette personne s'est tout d'un coup retrouvée dans l'attitude que vous voyez. Et il a fallu la prendre à 2 personnes, la mettre sur un lit. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné de l'oxygène tout de suite. Parce qu'un des traitements fantastiques du syndrome, c'est l'oxygène. On manque d'oxygène dans le cerveau, on envoie de l'oxygène, ça va beaucoup mieux. En 10 minutes, ça s'est terminé. Elle nous a dit que chez elle, quand elle a une crise comme ça, c'est 3 heures si on ne fait rien. L'oxygène agit aussi sur la dystonie. C'est une bonne chose. Alors maintenant, on fait beaucoup d'erreurs dans le diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos. 5600 patients, hein. Je parle en leur nom, hein. Ils vous ressemblent beaucoup pour ceux qui sont dans le coup, et c'est eux qui m'interrogent, parce que quand je reviens de la consultation, je vois tout ce qui se passe, moi, je ne suis pas bien, quoi. C'est pas possible, il faut absolument faire la révolution. On va la faire à plusieurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut se méfier des faux diagnostics. Les erreurs diagnostiques fréquentes, c'est sclérose en plaques. Eh ben non, c'est pas une sclérose en plaques, mais c'est embêtant, parce que si on donne un traitement de sclérose en plaques, on abîme le cerveau. Ça, c'est pas bon du tout. Et puis, comment on peut faire le diagnostic? Alors, on dit, oui, c'est une sclérose en plaques, regardez, à l'IRM, on voit ça. Vous voyez les taches blanches, là, le long des ventricules. Ce sont pas des signes d'IRM, mais les neurologues les connaissent comme signes d'IRM. Ce sont de la stase, c'est de la stase veineuse, ça s'appelle leucoaraiose. Bon. Et c'est de la stase veineuse que les veines sont dilatées, le sang reste là, et ça donne cette fausse image d'atrophie, ou je ne sais pas comment on les interprète les neurologues, mais nous on le voit très souvent, et c'est souvent une cause d'erreur diagnostique. Donc si on fait le diagnostic d'Ehlers-Danlos de sclérose en plaques excusez pour la traductrice, des scléroses en plaques sur cette image,
c'est un faux diagnostic. Hein, et parce que si elle est cycle clinique, ce n'est pas une sclérose en plaques. Alors, les autres causes, c'est la pathologie mentale. Ça, c'est très fréquent. Alors, on parle toujours de dépression, somatisation. Alors, on va ressortir Munchausen, l'hystérie, tout est dans la tête, bien sûr, les syndromes bipolaires, et puis l'anorexie mentale. Et c'est vrai qu'il y a des troubles de l'alimentation, du goût, de la digestion, et on peut ne pas avoir d'appétit. Ce n'est pas une anorexie mentale. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas une anorexie mentale, ça se traite autrement. Et puis, on parle de schizophrénie, l'autisme, Asperger, tout ça c'est très à la mode aussi, mais je vous ai dit qu'il y a des liens, et il y a des recoupements qui sont en train de se préciser. Alors, comment peut-on faire d'autres erreurs de diagnostic? Tout ça, c'est des expériences que j'ai vécues, la polyradiculonévrite, une compression médulaire, l'épilepsie, très souvent, à cause des crises toniques que vous avez vues, qui sont de la dystonie, ce n'est pas d'épilepsie. Le vertige de Ménière, alors ça, c'est très, très à la mode. Syndrome du canal carpien, c'est pas non plus. Et puis, il y en a quelques autres que vous pouvez apercevoir. Les compressions tronculaires ou radiculaires, c'est des fausses sciatiques, des fausses cervico-radiculalgies, et ce sont en fait des douleurs musculaires. Alors, il y a la fibromyalgie. Ça, c'est un gros embêtement pour nous. C'est un de mes patrons, parce que j'ai quelques cheveux blancs, certains l'ont vu, et j'ai eu comme patron Kahn, il s'appelait Kahn, Marcel Francis Kahn. C'est un rhumatologue qui a décrit pour la première fois ce qu'on appelait après la fibromyalgie. Alors, c'était des femmes, elles avaient des douleurs partout, elles étaient fatiguées, des troubles digestifs et dormaient mal. Voilà les signes. Et quand on appuyait, on trouvait des points douloureux partout. Ben oui. Il en fallait au moins 50. Il avait dit 50, je ne sais pas pourquoi 50 et pas 100, mais on en trouvait. Et en fait, c'était le syndrome des nerfs dans l'os. Je suis allé le voir parce qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, il était assez âgé, mais toujours là. Je dis, tu penses pas qu'il y a un lien entre le syndrome des nerfs dans l'os et la fibromyalgie? Il me dit, non, c'est impossible. Parce que dans le syndrome des nerfs dans l'os, il n'y a jamais de douleur. Je vous laisse apprécier. Voilà comment on fait des erreurs diagnostiques monumentales. C'est grave, hein, parce que on met ce diagnostic de fibromyalgie, les médecins n'y croient pas trop, ils pensent que c'est de la dépression, la somatisation, comme ils disent, et hop, antidépresseurs, ce qui n'arrange pas, quand on les donne trop violemment, les patients qui ont le syndrome des nerfs dans l'os. Et ensuite, il y a accident vasculaire cérébral, surtout à cause des pseudo-déficits. Alors c'est dangereux, parce que si on met sous anticoagulants, notamment des anti-agrégants plaquettaires, voilà, comme genre aspirine, à ce moment-là, ça fait saigner et ça peut être grave. Alors, tout à l'heure, le cardiologue a bien dit suppression totale des anticoagulants. Hein. C'est jamais d'anticoagulants, le syndrome. Et puis, les apnées du sommeil, on en a parlé, quelqu'un est venu en parler ici. Bon, il y a des apnées, c'est discuté, c'est pas des vraies apnées. Enfin, voilà. L'asthme, très souvent, alors qu'en fait, c'est pas de l'asthme. Et puis, la maladie de Lyme, qui est à la mode à cause des tiques, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est là aussi une confusion avec les nerfs dans l'os. Et puis les syndromes d'activation mastocytaire qui sont en lien avec les nerfs dans l'os et qui sont assez à la mode. Alors, on peut dire, pour une première conclusion de ce tour d'horizon, depuis le diagnostic, la physiopathologie, jusqu'à la manière de ne pas se tromper, voilà, c'est un diagnostic qui est essentiellement basé sur de la clinique, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie qui peut être grave, surtout s'il y a des fautes médicales thérapeutiques, anticoagulants par exemple, ou bien les endoscopies. L'endoscopie, et je crois que ça a été dit par un intervenant, il ne faut jamais faire d'endoscopie. On risque de perforer et ça peut être dramatique, péritonique, voilà. Et donc, ceci est ce qu'il faut retenir, et puis il y a des traitements dont on va parler maintenant. Alors, ah oui, il y a autre chose à éviter. Pas de ponction lombaire, parce qu'on risque des déchirures, des brèches ménagées. Pas de manipulation cervicale. L'ostéopathie, on en voit partout maintenant, c'est très à la mode. Et les manipulations cervicales sont hyper dangereuses. On n'a pas le temps d'expliquer, mais il y a justement des dissections vertébrales que nous avons observées chez des patients. Jamais de corticoïdes non plus. Jamais de chirurgie du rachis, sauf quand il y a le carie. Alors on opère hernie discale et donc, hernie discale, c'est pas des hernies discales, c'est des disques qui sont un peu pincés. Et puis les traitements immunologiques, parce qu'on trouve des tests immunologiques et on en trouve facilement, et on est parti avec ça. Et puis la psychiatrisation. Et puis maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut, on a parlé tout à l'heure d'urgence médico-sociale, j'ai bien aimé biomédico-sociale, je souscris tout à fait sur ce qu'a dit l'orateur précédent.
Voilà. Et il faut donc intervenir. Alors, première chose, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est l'activité physique, c'est essentiel. Et là, vous avez une photo de la championne de France de cette année en équitation. Voilà. Elle a un syndrome d'Ehlers-Danlos. Et je leur conseille beaucoup de faire de l'équitation, c'est un excellent sport pour eux. Elle en a fait à tel point qu'elle est championne de France. Voilà. Et donc, c'est des activités qui sont la kinésithérapie, qui sont l'ergothérapie, qui sont la psychomotricité, qui sont des activités gymniques, qui peuvent être simplement de marcher. Nager est excellent, évidemment, parce que dans l'eau, on est porté. Voilà. Et voilà encore une autre. Excusez-moi, vous vouliez prendre la photo de la championne de France, quelqu'un? Voilà. Bon. Et voilà. Donc ici, vous voyez qu'elle a une orthèse. Celle-ci aussi est très bonne. Je ne sais pas si pour elle est championne, mais c'est une de nos patientes. Et elle est appareillée, elle a un grand appareillage de marche. Et elle monte son cheval avec ça. Voilà. Voilà maintenant les autres traitements qu'on propose. D'abord l'activité physique, au moins 1 heure par jour d'activité suivie. Pas forcément la natation, etc., mais au moins marcher, monter des escaliers, et faire les exercices qui ont été très bien expliqués tout à l'heure, qui sont très intéressants. Et puis, il faut choisir une ceinture espagnole. Alors, il faut mettre des ceintures, parce que ça va donner des sensations proprioceptives, et celle-ci s'appelle L-Cross. Et on l'a trouvée ici. Hein. Alors, elle porte des différents points, je ne fais pas le détail. Une autre ceinture qui peut être utilisée, les semelles, c'est tout à fait important. Il y a un avant-pied plat, un pied rétracté, médio-pied rétracté. Et puis il y a souvent, c'est pour ça qu'il y a des entorses dedans, enfin il y a une instabilité du talon et on corrige par un coin pronateur. Alors ça, tout à l'heure, vous avez montré des bandes élastiques, mais on est très accro, excusez-moi du terme un peu familier, mais ce qu'on appelle en très bonne, c'est l'anglais bien, le cas tapping. Tapping, c'est tous les sportifs utilisent ça. Et voilà une infirmière qui s'est équipée avec ça. On prescrit ça. C'est très bien de faire la kinésithérapie avec ça. On peut nager, on peut les garder, prendre des douches pendant 7 jours à peu près, et on peut en mettre partout. Sur le cou, sur la mâchoire, sur le ventre, on peut en mettre partout. Et ça, je le conseille beaucoup aux patients, ça a l'air de bien marcher. Et puis aussi, cette écharpe qui est très simple parce qu'elle passe derrière. Et quand il y a des problèmes de douleur d'épaule, ça remet l'épaule en bonne position. Et voilà les fameux vêtements qui ont été inventés spécialement pour le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui s'appellent Novatex, et qui sont sans arrêt en amélioration, parce que l'équipe qui a créé ça est en lien direct avec nous. Il a recruté 2 ingénieurs pour faire les recherches. Ils ont toute une équipe et ils les améliorent constamment. Alors voilà ces vêtements, peut-être qu'ils se présentent. Il y a des gilets, très bien pour les épaules, pour les luxations, la proprioception. Il y a des gantelets et même des gants avec des adhérences, que vous voyez là. Ce sont des systèmes qui permettent d'agripper, de mieux tenir. Voilà. Et puis il y a un panty, et il y a éventuellement des chevillères. On est passé au grand appareillage. Mon expérience de rééducateur m'a fait marcher les myopathes autrefois, et puis maintenant, après d'autres. Voilà. Et j'ai eu l'idée un jour d'utiliser ça en me disant c'est quand même très lourd. Ben non, ils sont très contents. Et ça permet à des personnes qui étaient en fauteuil électrique de reprendre la marche. Et en plus, ils n'ont plus de douleur. Parce que ça, c'est des grands appareils qui sont au niveau du bas du dos, pelvis, cruraux, pédieux, et qui sont articulés pour marcher, bien sûr, mais c'est une rééducation, parce que ils l'utilisent régulièrement, ils retrouvent la proprioception. Ça aussi, on l'a emprunté aux enfants moteurs cérébraux. Les enfants étaient tellement instables, mal à l'aise, et donc on a fait des sièges moulés, comme pour ce petit garçon, ce qui leur permet d'aller à l'école, de ne pas être tout le temps en train de bouger, et de se faire gronder par la maîtresse. Et voilà. Et ils sont très bien avec ça, et même les douleurs disparaissent. Alors, l'oxygénothérapie, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que je prescris de l'oxygénothérapie. Ben oui, le cerveau n'a pas assez d'oxygène pour des raisons qu'on voit bien. L'oxygène ne va pas jusqu'au cerveau parce qu'il est mal transporté par un tissu interstitiel qui est flou, qui est mou, qui est imbibé d'eau, marécageux, et les petits vaisseaux ne se contractent pas bien. D'où les troubles vasomoteurs, qu'on connaît bien au niveau des extrémités, par exemple. Eh bien, vers le cerveau, c'est pareil. Or, le cerveau consomme, et on travaille beaucoup là-dessus, pas moi, hein, mais les neurophysiologistes, ils consomment de l'oxygène. Et j'imagine même que ceux qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos en consomment plus, tellement ils cogitent, ils travaillent, et ils en ont besoin. Et quand on leur en donne, ça change beaucoup de choses. Sur deux signes importants. Un signe, c'est la migraine,
Et là, vous avez donc des petits fromages habituels, et on voit que au total, sauf il y a à peu près 70%, ou plus de 70% si on additionne tout, des améliorations qui sont ou très importantes, ou moyennes. Là, c'est sur la fatigue. C'est quand même important. C'est un des symptômes qui gênent le plus les patients, c'est la fatigue. Elle arrive, on ne sait pas trop quand, on ne l'attend pas, et ça change. C'est effrayant, disent-ils. Les douleurs, c'est embêtant, mais mes patients disent que la fatigue, c'est le pire. Alors, on a un traitement de la fatigue. Ici, ce qui est en bleu, c'est l'efficacité très importante sur la fatigue. Voilà. Et puis, maintenant, on arrive à la dystonie. On en parlait tout à l'heure. Cette grande crise, mais il n'y a pas que ça. Généralement, ce sont des petits mouvements, enfin des mouvements plus amples, des tremblements, la nuit, des syndromes des jambes sans repos, des fasciculations sur le visage, des maladresses, et c'est lié à la proprioception pour s'additionner et pour aggraver encore le problème. Et un jour, j'ai eu l'idée de proposer, parce que c'était comme les Parkinsoniens. Donc j'ai été voir mon meilleur ami, qui était à l'époque, il est mort depuis, le neurologue numéro 1 en France pour le Parkinson. Voilà. C'est Césaro. Et il m'a dit, tu leur donnes de la L-Dopa à toute petite dose. Le résultat était très rapide. Ils avaient non plus du tout les secousses dont j'ai parlé, mais aussi ils avaient moins de douleur. Parce que quand ils bougent, ça fait mal. Il faut comprendre que chaque fois qu'on fait un mouvement dans ce syndrome, il ne faut pas faire trop de mouvements avec des déplacements, parce que ça tire et ça crée des douleurs. Les sensations qui devraient être simplement de déplacement sont perçues comme douloureuses par le cerveau. Et justement, s'il y a des mouvements involontaires, y compris dans les profondeurs musculaires qu'on ne peut pas voir, eh bien ça fait mal. Et puis il y a des blocages articulaires. Et ce luxe se bloque. Le résultat est très bien, et je le donne à peu près systématiquement, sauf s'il n'y a pas de mouvement que j'ai signalé. Et voilà, tous les autres traitements. Et ça va se terminer, patienter, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup de traitements possibles. Alors, d'abord, il y a les douleurs. Alors, c'est vrai que les douleurs sont importantes, il faut essayer de faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose. Alors, pour les douleurs, c'est une énumération. On utilise, les stimulations électriques, ça s'appelle TENS, T-E-N-S. J'utilise beaucoup la lidocaïne, beaucoup, soit en gel, parce que la peau est fine, ça traverse, soit avec des patchs, soit avec des gels. Et aussi en injection. Ça, c'est une trouvaille qu'on a faite, ça marche très très bien. Probablement, ce n'est pas l'anesthésie temporaire qu'on provoque, mais c'est parce qu'on coupe un circuit qui s'est établi, le cerveau étant habitué à sentir un corps douloureux, il a gardé, enfin, c'est d'habitude, c'est une façon de parler de façon un peu triviale, mais il y a une perception, on coupe ça, et c'est souvent immédiat. Je sais plus mal, je sens ma main, mais qu'est-ce que est différente ma main? Ah oui, parce qu'on sent la vraie main, on ne sent plus la main douloureuse. Et donc, ça, c'est un traitement que nous pratiquons beaucoup. Les effets sont durables. De plusieurs mois, le record, c'est 2 ans. Mais en général, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les patients reviennent comme ça régulièrement. Il n'y a aucun danger à le faire. Ce n'est pas du tout très douloureux. Ça peut être pénible un peu, mais pas trop. Et c'est un traitement vraiment à connaître et facile à faire. Alors, il y a aussi la chaleur, bien entendu. Il y a tout ce qui est la kinésithérapie, on a parlé d'étirement tout à l'heure. Tout ça, ça soulage. Ça envoie des signaux qui bloquent la transmission de la douleur. Et puis, il y a aussi le massage, bien entendu. Voilà. Toutes les actions physiques qui peuvent être faites à ce niveau, au niveau du corps, au niveau des endroits douloureux. Ensuite, il y a, comme traitement local, il y a aussi l'acupuncture qui marche souvent très, très, très bien. On a un acupuncteur dans notre équipe qui est vraiment remarquable. C'est un peu comme les infiltrations, les injections. Et puis, on donne aussi du gel, mais on ne donne jamais de corticoïdes par voie générale, ni en injection dans les articulations. Ça, on ne le fait pas. Sauf pour l'épaule quand il y a une algodystrophie majeure, mais parce que ça les arrange pas. Hein. Ils ont plus mal après. Alors, ensuite, il y a des anesthésiques par voie générale. Il y en a très peu qui marchent. Ça a été dit là, dans les interventions d'hier. Ils marchent très mal. Il ne faut jamais donner de morphine. Nous pensons que c'est vraiment un poison, excusez-moi du terme, pour les personnes qui ont le syndrome. Par contre, le néphopam, ça marche plutôt bien. Et il n'y a pas d'addiction, parce qu'ils sont souvent addictifs, semble-t-il, ces patients-là. Et puis, on donne des anti-inflammatoires comme des anti-spastiques,
qui est bien connu des rééducateurs, le diprostène, et aussi des anti-inflammatoires en protégeant l'estomac. Et puis il y a ensuite les traitements du sommeil, des insomnies. Et là, la mélatonine est remarquablement efficace. Il faut des bonnes doses, jusqu'à 10 mg en une seule prise, à répéter au besoin si ça ne marche pas. Il y a des traitements de la vision binoculaire. Ça a été évoqué par un ophtalmo qui a fait un magnifique exposé. Et ces traitements que nous utilisons, ce n'est pas la rééducation, parce que ça ne tient pas. Mais par contre, on met des prismes. Ce qu'il a dit aussi, et ça, il faut le savoir, on fait un examen, on met un prisme sur les lunettes, et ça, pour les enfants à l'école, ou le travail, ça change tout, quoi. Et puis alors là, les portes, on se cogne un peu moins quand même. Et puis, il y a d'autres traitements, alors je vais les énumérer assez rapidement. C'est l'émiction impérieuse. Il y a un médicament qui est un parasympathomimétique, qui marche très bien, qui joue sur les sueurs en plus, sont des sueurs importantes. Et puis, sur les traitements anti-reflux, ça existe. Et tout ce qui est aussi, on appelle mastocytose, syndrome d'activation mastocytaire, et on le sait, ils en ont beaucoup. Ils ont souvent des éruptions, ils se grattent, les cheveux en particulier, et on donne des antihistaminiques. Il semble que ça marche aussi sur des problèmes au niveau de la gorge, de déglutition, peut-être de la vessie, peut-être de la respiration. C'est plutôt en essai actuellement. Contre l'anxiété, je suis les prescriptions de M. Boulbena. Moi, je ne connais que le Venilafaxine. Ah, c'est peut-être un en trop, je ne sais pas. Oui, il y a un en trop. Voilà. Toute petite dose, voilà. Et puis, contre les hypotensions très importantes qui donnent, on appelle les POTS, il y a ça, l'hypotension, et en même temps, ça a été dit aussi hier, des problèmes d'adaptation de rythme cardiaque, on donne carrément de l'hormone cortisone, hein, mais de l'hormone corticosurrénale, pas de la cortisone, pas des corticoïdes, de l'hormone corticosurrénale. Et puis, il y a, ça c'est le cardiologue qui travaille avec nous, qui fait ça, et d'autres le font, il le faisait hier. Et il y a également donc les crises de tachycardie. C'est encore le cardiologue qui a trouvé le bon bêta-bloquant qui s'appelle donc disoprolol. Voilà. Il est très bien supporté parce que c'est des palpitations effrayantes. Et enfin, la vitamine D, absolument, parce qu'on en manque, on n'en fabrique pas, et on prend la vitamine D. Et puis il y a autre chose que je passe. Voilà les conclusions générales. Elles sont très importantes. Alors, donc c'est une maladie vis-à-vis de laquelle il faut absolument changer notre façon de voir. Je parle même d'une véritable révolution dans les comportements. Il faut arrêter de dire que cette maladie n'existe pas, que de toute façon on n'a pas de test génétique, donc c'est pas la peine. Nous en avons vraiment assez, et moi j'en ai vraiment plus que marre, en tant que non pas comme médecin, mais comme citoyen. Je trouve que c'est scandaleux qu'on méprise autant ces patients qui ont besoin de soins et de respect, et aussi qu'on s'occupe de leur psychosocial. Alors, justement, donc je vous laisse lire tout ça, parce que du coup je vais avoir du mal à le retraduire exactement. Mais il faut donc arrêter de... je vous laisse lire, ça c'est aussi bien, parce que je vais certainement dire des bêtises. Dans cette synthèse que j'ai faite là, je ne suis pas du tout enthousiasmé par la classification de New York, on nous ressort à tous les coups, les 13 formes. Avant il y avait 3 formes, après il y en a eu 6, après il y en a eu 12, puis on est revenu à 3 ou à 4, je ne sais plus. Et puis maintenant on est repassé à 13, et puis alors, où on va s'arrêter? Non, c'est pas ça la bonne méthode. La bonne méthode, c'est faire un diagnostic clinique et les traitements, on les a. Une fois qu'on a ça, bon, c'est bien de faire des recherches génétiques, pourquoi pas, mais on sait que c'est pas une maladie génétique. Tout le monde croit les 13 formes, on les a vus ressortir encore aujourd'hui, mais ça ne marche pas en fait. On ne les voit pas quand on examine les patients. Donc, pour savoir que ça se transmet à tout le monde, il faut quand même faire le diagnostic. Si on ne fait pas le diagnostic, et que les gens ne savent pas, c'est quand même embêtant. Voilà. Et puis, il faut arrêter de dire que c'est une maladie rare, elle est fréquente, il ne faut pas confier ça à des spécialistes de maladies rares comme on a chez nous, parce qu'ils ne font jamais de diagnostic, comme ces génétiques sont des généticiens, la clinique ils connaissent, mais enfin, celle qui pratique, je ne l'approuve pas, et en plus, il n'y a pas de test génétique, donc ils disent, on n'a pas de preuves. Mais si, on a suffisamment de preuves, puisqu'on a des arguments cliniques forts, et on a plein de patients. Vous ne seriez pas ici aussi nombreux s'il n'y avait pas un problème. Et à Gand, où j'étais il y a à peu près un mois, il y avait des gens du monde entier, alors c'était que des généticiens que la molécule. Mais attention, les Anglais et les Américains, ils donnaient des séries de 300, 400, 500 personnes. 500 personnes, mais c'est plus une maladie rare, alors ben non. Mais on continue à dire que c'est une maladie rare. Et ça,
Donc je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut la faire sortir de ce piège dans lequel on l'a enfermée. Peut-être moins en Espagne, j'espère. Chez nous, c'est dramatique, hein, parce qu'on refuse les traitements et les patients sont vraiment très très mal. Et ça, il y a des procès, il y a beaucoup de choses, notamment les parents à qui on a enlevé leurs enfants parce que le pédiatre ne sait pas faire le diagnostic. Il va aux urgences parce que l'enfant a un problème de luxation. On trouve des bleus, on fait une radio et on trouve une fracture. La fracture spontanée, à cet âge, on manque de vitamine D. C'est tout à fait banal. Mais 6 mois après, il ne l'aura plus parce qu'il aura pris de la vitamine D. Et donc, c'est le problème, pour moi, quand même insupportable auquel on se heurte aujourd'hui. Et on se sert beaucoup de cette affaire-là comme levier pour dire, voilà, la maladie existe. Vous ne pouvez pas, vous médecins, porter des accusations graves. C'est grave. C'est accuser les enfants de violence, ça relève du pénal. C'est-à-dire que les parents sont accusés et le médecin qui accuse, c'est une fausse accusation, il peut aller en justice et être condamné à de la prison. Ah oui, ah oui. Il y a des parents qui portent plainte maintenant. Donc il faut changer ça, c'est la révolution. Voilà, je pense qu'on a fini, il reste ça, que vous avez un peu aperçu. Hein, c'est une artiste qui a un syndrome de Ehlers-Danlos, qui m'a gentiment offert un jour cette lithographie. Voilà, elle est symbolique de quelque chose. Elle a quelque chose d'étrange, justement. Merci beaucoup. Et puis, on continue. Je suis avec vous depuis déjà des années. Je suis encore avec vous pendant de longues années. Croyez-le. Merci.